m'entendez bien? Ok, super. Du coup, nous, on vient vous présenter l'organisation de Phoenix qui peut être un peu particulière. Mais avant de rentrer un peu dans le sujet, on va vous parler de Phoenix. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Phoenix, en gros, notre mission, c'est de lutter contre le gaspillage. Et on lutte contre le gaspillage. Quoi? Non, c'est pas grave, on peut laisser celle-là. Et on lutte contre le gaspillage avec une solution qui allie la tech et l'humain. On est vraiment entre les deux, on fait et le service et de la tech. On a une suite de produits qu'on adapte en fonction de notre client qui nous permet de répondre le plus possible à ses besoins et d'avoir une approche très personnalisée. Notre objectif final, c'est d'avoir zéro déchet dans les poubelles qui puissent être valorisés. Et en quelques chiffres, aujourd'hui, Phoenix a 8 ans. On est présent dans 5 pays, donc France, Espagne, Portugal, Italie et Belgique. On a 15 000 clients. On est partenaire avec 1500 assos, ça c'est super important. C'est vraiment l'ADN de Phoenix. Plus de 300 collaborateurs et 3 millions de personnes qui utilisent notre application au quotidien. Voilà. Et chaque jour, on sauve 125 000 repas. Donc ça, c'est notre chiffre fétiche. Voilà. Et du coup, moi, je m'appelle Andrea. Je suis revenue Ops chez Phoenix. Je suis arrivée en avril 2021. Et Et du coup, moi, c'est Jimmy. Donc, je suis data analyst avec j'ai une formation ingénieur et j'ai même fait un petit peu de passé data engineer. Mais chez Phoenix, donc je suis arrivé en décembre 2020 en tant que data analyst. Et du coup, on va parler de l'histoire de Phoenix d'abord. Donc, voilà un peu, on a essayé de mettre un peu les différentes étapes clés qu'on a pu avoir au sein de l'équipe data et ops chez Phoenix. Ça a commencé, donc, comme a dit Andrea, il y a 8 ans, en 2014, par la création de Phoenix. Et là, il y a un énorme saut dans le temps, vous voyez, parce qu'on arrive après en 2019. Parce qu'en fait, historiquement, Phoenix n'a pas forcément été la boîte la plus tech. Donc, comme a dit Andrea, ça a été très du terrain, de l'humain, de la relation avec des associations. Et il n'y a jamais eu trop une culture data tech. Et ça s'est mis en place avec des recrutements clés. C'est pas mentionné là, mais par exemple, on a recruté Jeanne qui a mis en place à elle seule toute l'application. Et en 2019, en fait, il y a eu l'arrivée d'Agnès, qui est l'actuelle Head of Data chez Phoenix, et qui a mis les premières briques de la culture data et tech au sein de Phoenix, avec notamment la mise en place de Looker pour permettre en fait, à tout Phoenix déjà d'avoir un début de reporting, donc notamment sur l'application. Et ensuite, ça en est un peu suivi différentes étapes clés. Alors nous, c'est intéressant, dans le cas de Phoenix, on a d'abord recruté un CRM admin pour la mise en place du CRM, donc qui est Salesforce chez nous. Avant, on utilisait Pipedrive. Et c'est parce qu'on avait déjà beaucoup de données. Et en fait, une des premières problématiques auxquelles a rencontré Agnès, ça a été évidemment la qualité de données, la gouvernance de la donnée. Et donc, il y a tout un travail de centralisation qui a été fait et de mise en place de Salesforce en juillet 2020, qui a occupé beaucoup de temps. Il y a eu aussi un recrutement de data engineer à ce moment. Et en janvier 2021, j'ai été recruté et on a mis en place, c'est à partir de ce moment, on a consolidé la donnée et essayé de vraiment répandre maintenant cette culture data au sein de toutes les équipes de Phoenix. On a mis en place donc DBT pour tout ce qui est modélisation de données. Je vais en parler plus en détail après de nos différents métiers. Mais Looker a commencé à être utilisé par toutes les équipes. Maintenant, on peut dire qu'aujourd'hui, quasiment toutes les équipes utilisent Looker, ce qui est plutôt cool. Avant, ce n'était pas forcément le cas et il y a même eu des petits blocages quand ça a été mis en place. Et jusqu'à maintenant, en fait, on a commencé à centraliser pas mal de sujets autour de Salesforce. On a connecté beaucoup de services extérieurs, enfin nos plateformes à nous, on l'a connecté avec Salesforce. Et en avril 2021, en fait, donc Andrea nous a rejoint pour créer l'équipe Ops, Excellence même, et consolider en fait tous les process. Peut-être on aura l'occasion d'en parler plus en détail, mais Phoenix, il y a beaucoup de process, il y a beaucoup de produits différents. Et en fait, l'arrivée d'Andrea a permis de vraiment consolider tous ces sujets et d'être aussi une personne intermédiaire sur tous ces sujets. Donc c'est super cool depuis son arrivée. Et depuis, il y a plein de projets qui sont lancés, qui sont très transverses et qui font intervenir beaucoup de personnes. Et donc, comment on est organisé Donc nous aussi, on a deux équipes. On a une équipe data et une équipe ops. Et donc l'équipe data, en fait, on n'est pas nombreux en réalité, on est 6. Donc avec Agnès qui est head of data, et ensuite on a 2 data analysts et 2 CRM admin. Donc là, c'est la partie intéressante où justement les CRM admin sont du côté data. Donc nous, notre rôle, en fait, c'est vraiment de
faire en sorte que les équipes de Phoenix on puisse les aider au quotidien dans leur lutte contre le gaspillage alimentaire via des outils data et évidemment essayer de répandre une culture data-driven au sein de toute la boîte. Et donc pour ça, on a le data engineer qui sauve toutes les pipelines de données et aussi de faire des microservices qui permettent de relier les différentes plateformes. Et ensuite, on a deux data analytics, deux data analyses. Et donc là, on a 3 rôles. La première, c'est tout ce qui est modélisation de données et garantir justement la qualité de la donnée. Donc on est maître sur la donnée qui est fournie à toutes les équipes. Et c'est nous qui assurons du coup la qualité en sortie. On va aussi du coup fournir toutes les formations parce que nous, notre choix, ça a été de mettre à disposition Looker à toutes les équipes et de permettre à chacun de pouvoir utiliser Looker comme je vais pas dire comme il le peut, mais à bon escient. Et donc principalement, au moins utiliser tous les dashboards qui ont été créés. Et donc on est là pour justement faire des formations, organiser les formations, les accompagner, répondre à leurs besoins, aux éventuels bugs qu'ils peuvent avoir. Et enfin, évidemment, on va aussi s'occuper des gros sujets d'analyse, LTV, bonus, levée de fonds. Donc ça nous revient à nous. Et en parallèle de ça, on a donc 2 personnes en CRM admin dans la partie Salesforce qui justement vont maintenir et développer Salesforce, mettre en place tous les processus qui vont être définis plutôt sur la partie Ops. Ils vont gérer aussi évidemment toute la partie support sur l'outil parce que l'outil est aussi utilisé par toutes les équipes de Phoenix. Donc pour rappel, Phoenix, on est quand même 200, 250, ce qui fait beaucoup de personnes pour une si petite équipe. Du coup, à partir d'avril 2021, 2021, André est arrivé et en fait, on a créé une équipe Opération Excellence avec principalement 2 équipes. Donc la partie Revenue Operations où Andrea là, vient chapeauter toute la partie à partir dès le marketing jusqu'à l'opérationnel, donc la partie marketing, commercial, opérationnel, revoir tous les process, mettre en place et assurer aussi la qualité de la donnée en sortie. Et après, dans la spécificité de Phoenix, on a différents services qu'on vend aux entreprises et je ne vais peut-être pas aller plus en détail dessus parce que c'est spécifique à Phoenix, mais on a des personnes aussi associées dans cette équipe qui sont plus, on va dire, Ops produits, qui sont les interlocuteurs privilégiés dès qu'un commercial a une question par rapport à du don, aux différents services que vend Phoenix, dont notamment le don ou la revalorisation animale en ferme. En fait, ces Product Operations, ils vont aussi permettre d'alléger le produit. Donc, ils vont aider à tout ce qui est mise en place des services, les process internes, comment on les gère. On a pas mal de gestion de matériel ou de prestataires externes. Donc, c'est eux qui gèrent tout ça. Et ils aident aussi, quand on veut lancer un nouveau produit, ils aident à tout ce qui est stratégie go-to-market. Oui, c'est bon. Du coup, on va vous présenter les avantages et les inconvénients. Les avantages, c'est qu'on a quand même une meilleure qualité de données sur le CRM parce que les CRM admins qui en sont garants discutent constamment avec les data analysts. Ils sont dans la même équipe, ils ont les mêmes objectifs. Et Salesforce, ça reste quand même la source principale de données. D'autant plus qu'on a plugué énormément d'outils dessus. Donc, tous nos back-office, on a la facturation, on a Aircall, Intercom, etc. Ça permet aussi d'avoir une vue globale de toutes les sources de données et de leur impact. Donc, si je modifie un champ dans Salesforce, je sais que ça va avoir un impact sur tous ces dashboards que regardent mes opérationnels qui sont potentiellement envoyés à mes clients. Et donc, du coup, il y a vraiment un peu des guidelines qui peuvent être propagés beaucoup plus rapidement. Les outils sont plus robustes. Donc, nous, côté Ops, même si on peut parfois... être à l'aise on est plutôt à l'aise avec Looker, Excel et compagnie. Bidouiller quelque chose sur Excel, c'est pas la même chose que de construire un modèle de données sur Looker. Donc, on essaye d'avoir quelque chose de plus robuste, surtout quand on est sur des analyses comme le CAC, le LTV, etc. Un autre avantage, c'est le lien entre la data et la tech. Parce que les data analystes aident aussi à tout ce qui est évolution produit liée au reporting, etc. Et quand on a dû mettre en place toutes les synchronisations entre Salesforce et nos back-office, etc., ça a été très, très important. Et finalement, il y a une répartition des tâches qui est assez optimale parce que chacun se concentre sur ce qu'il sait faire le mieux. Donc, les ops, vraiment côté process, comprendre comment les équipes travaillent, comment est-ce qu'on peut améliorer leur quotidien,
à quoi vont servir tous les outils que peuvent mettre en place l'équipe data et les CRM admin. Et puis l'équipe data monte en compétences aussi beaucoup plus facilement sur tous les sujets techniques. Et côté inconvénient, c'est vrai que du coup, il y a une perte de rapidité pour les modifications dans Salesforce. Moi, dans mes anciennes boîtes, par exemple, les Salesforce admin, c'était les ops. Donc du coup, c'est vrai que quand on veut faire une modification, c'est beaucoup plus simple que de passer par des tickets. Il n'y a pas de contact direct entre la data et le business, ce qui veut dire que très souvent, on fait appel à nous pour comprendre des résultats d'analyse, pour comprendre comment tel process pour avoir un impact sur tel chiffre. Et alors, je ne sais pas si c'est un inconvénient, mais en tout cas, c'est un point d'attention. Ça nécessite une très très bonne communication entre les data et les ops, surtout au niveau Salesforce, parce que c'était un peu ce qui s'était passé au début quand je suis arrivée, c'est que chacun fait sa roadmap. Et puis en fait, les roadmaps sont pas compatibles et on a besoin les uns des autres. Donc maintenant, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir les ops qui prennent tous les feedbacks de toutes les équipes, qui commencent à construire une roadmap, on va dire, business, et qui la confrontent avec aussi les disponibilités de la data, qui ont des projets qui sont beaucoup plus en lien avec le produit, etc. Et aussi, quelque chose qu'il faut savoir, c'est que cette organisation, elle est aussi nécessaire, elle a été aussi nécessaire parce que on a une vraie complexité dans notre organisation. On a une vraie complexité autour de notre CRM via toutes ces intégrations. Et donc, du coup, ça faisait vraiment sens que la data qui fait partie de l'équipe ProTech prenne les sujets Salesforce, notamment. Et du coup, on va vous présenter un exemple de projet qu'on a mis en place où il y a vraiment une collaboration assez poussée entre nos deux équipes. C'est pas le seul, mais c'est un cas assez intéressant. C'était un besoin qui venait à la fois des ops et à la fois de la data. Donc, côté ops, on avait beaucoup de friction de la part des équipes parce qu'on n'arrivait pas à catégoriser clairement tous nos clients. Et donc, du coup, il y avait des commerciaux qui travaillaient sur le même client et qui disaient « mais c'est le mien, non, c'est le mien, etc. » Et côté data, en fait, on avait aussi du mal à catégoriser notre revenu correctement parce qu'on a plusieurs types de clients, qu'une équipe peut gérer plusieurs types de clients, etc. etc. Donc, du coup, on s'est dit, on va remettre tout au propre et on va partir sur une catégorisation qui soit beaucoup plus propre. Voilà. Donc la première partie, ça a été côté Ops. Donc on a vraiment essayé de baser la catégorisation sur comment elle allait être utilisée par les équipes business. Donc pour l'assignation des prospects et des clients, mais aussi typiquement, toutes les équipes, elles n'ont pas besoin du même niveau de détail. Il y a des équipes, si on leur dit juste la verticale, ça va leur suffire. Et d'autres qui vont avoir besoin d'un niveau beaucoup plus poussé. Je donne un exemple grand compte. Je parle avec L'Oréal, j'ai besoin de savoir si je parle avec le headquarter, si je parle avec l'entrepôt, si je parle avec des boutiques. Et donc ça, c'était un niveau de détail qui était intéressant pour certaines équipes et pas pour d'autres. Et du coup, une fois qu'on a drafté cette première catégorisation, il a été revu par les CRM admins qui avaient en tête toutes les contraintes techniques de Salesforce, toutes les automatisations qui sont déjà en place, les flows, les règles, mais aussi avec les différents outils. Et une fois que tout ça a été validé donc, par les ops et par les CRM admins, on a commencé la mise en place dans Salesforce. Donc, la CRM admin était en charge vraiment de toute la partie changer les flows, mettre en place les règles automatiques, etc. Et à ce moment-là, il y a eu pas mal d'échanges entre nous parce que moi, mon rôle, c'était de faire en sorte que cette catégorisation, elle ne soit pas coûteuse en clics. Que donc du coup un opérationnel, il n'est pas en fait 10 champs à remplir pour qu'on ait les informations nécessaires. Donc c'était mon rôle de faire en sorte que la solution aille dans ce sens-là. Et après, il y a eu évidemment toute la migration de notre donnée existante. Donc tout ce qui est dans notre Salesforce, ça fait beaucoup de lignes. On a eu l'aide des opérationnels évidemment. Et ensuite, on a testé la solution et on a formé les CSM. Enfin, on a formé les sales, les CSM, on a formé tout le monde. Et ça, c'était plutôt le rôle des ops. De s'en charger. Et après, Jimmy a fait un énorme travail. Peut-être que je peux te laisser. Ouais, je peux donner mon point de vue du coup évidemment sur tout ça. Peut-être avant de parler à la fin, sur le besoin, donc il y a la mention Datanis veut mieux catégoriser le revenu. En fait, là on était dans le cas typique où on nous demande de sortir une data et en fait on se rend compte qu'on ne peut pas l'avoir parce que juste la source ne permet pas d'avoir cette donnée. Et donc ça a été aussi un des justificatifs de ce besoin et notamment dans le cas où on veut regarder plus en détail le revenu. Donc
ça a bien poussé tout ça. Sur les étapes du milieu, moi personnellement, j'ai pas forcément beaucoup intervenu. Là, un des avantages du fait, donc là vous avez vu, Andrea a beaucoup parlé avec les CRM admin. Un des avantages du fait que les CRM admin étaient dans l'équipe data, c'est qu'en fait, quand le CRM admin sentait que ça touchait un champ qui était peut-être un peu touchy ou qui était déjà beaucoup utilisé, là où notre communication était vraiment rapide sur est-ce que j'ai le droit de changer ça, est-ce que si je change ça, ça va péter des choses. Et là, moi, j'ai une vision sur ça, sur les dashboards existants, sur quel champ est utilisé dans les reporting. Et là, ça peut être, enfin, en tout cas, la communication permet de très vite de remonter des éventuels bloqueurs. Et évidemment, après, derrière, à la toute fin, moi, j'ai un travail de migration à faire, mais j'étais déjà au courant de tous les changements qui vont être faits. À la fois du côté d'Andrea qui elle a fait sa présentation pour les ops. Moi, j'avais la vision que les équipes commerciales allaient avoir. Et aussi, les CRM admin me disaient directement, nous, on va faire ça, 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 ça. Et je peux prévoir en conséquence qu'est-ce qui va changer. Et je mélange ça avec ma connaissance des dashboards qui sont utilisés. Et donc, voilà, c'était un petit projet pour certains, et enfin, qui pouvait paraître petit pour les équipes. En réalité, ça a été un sacré boulot pour juste ajouter 2-3 champs. Mais en fait, il y a eu tout un travail parce que maintenant c'est super facile de sortir le reporting par revenu. On parle du revenu, mais en fait, c'est toutes les étapes du funnel, hein, acquisition, rétention, cycle de vie. Donc voilà. Et on sait qu'on était satisfait parce que quand on l'a présenté aux équipes, ils nous disaient ah mais il n'y a rien qui change. Donc on était contents parce que pour eux ça changeait rien. Et derrière c'était je pense plus de 3 mois de travail. Derrière c'était plus de 3 mois de travail avec les managers, la finance, la data, etc. Donc voilà. Je crois que c'est tout. Il n'y a plus de slides après. Je ne sais pas si vous avez des questions. Vous mentionnez qu'au début, vous avez eu quelques difficultés à venir déployer Looker auprès de toutes les équipes. Vous mentionnez aussi que vous avez Salesforce, vous savez qu'il y a une bonne brique de reporting, mais que les sales adorent utiliser les reports de Salesforce. Comment est-ce que vous gérez au final cette adoption de pouvoir dire tiens, on prend Looker, faire un peu de contrôle sur ce que vous pouvez faire? Comment est-ce que ça s'est passé? Ouais, c'est exactement ça. Il y a eu des problématiques comme ça. Non, on a très vite pris la position qu'il fallait que Looker soit le lieu où les gens vont voir pour les reporting. Et donc, nous, notre enjeu, ça a été de faire en sorte que les gens puissent utiliser Looker pour les reporting qu'ils voulaient faire sur Salesforce. Et donc, très vite, on a rajouté les briques qu'il fallait pour avoir les données de Salesforce. Je dis pas que tout le monde, maintenant, passe par Looker. Enfin, je pense que c'est pas encore parfaitement le cas. Surtout qu'il y a Salesforce évolue beaucoup, évolue et continuera d'évoluer. Et évidemment, la fonctionnalité reporting est très pratique pour faire sortir des extracts de données rapidement. Par contre, une des décisions qui est imposée, c'est si tu veux avoir un reporting que tu comptes regarder après au bout d'un moment de manière fréquente, il faut que ça soit sur Looker. Parce que Looker, là, pour le coup, d'un point de vue reporting, offre plus de possibilités avec les schedules et ne serait-ce aussi que la visualisation. Et nous, en fait, on a aussi un contrôle de la donnée qui sort. Parce que là, tu es obligé de passer par l'équipe data pour la modélisation de la donnée de Salesforce. Les équipes, elles ne savent pas du tout utiliser tout ça. Salesforce, ces fonctionnalités, elles ne les utilisent pas trop. Donc, il y a 0 dashboard sur Salesforce. Par contre, on les laisse utiliser des reports parfois s'ils veulent juste sortir la liste de tous leurs comptes, etc. Mais c'est très personnel. Voilà. J'avais juste une question d'organisation. Vous avez parlé d'une roadmap commune Ops et Data. Ça s'inscrit dans un cadre trimestriel, par exemple? On fait des roadmaps au semestre qui sont révisés au trimestre. Okay. Et du coup, cette roadmap, ça marche comment? C'est un truc top-down, un peu le management dit c'est ça, et du coup, ensuite, les équipes se découpent? Alors, en fait, elle est faite... Donc, tu as tous les managers des équipes business qui remontent leurs besoins. En parallèle, les équipes Ops et les équipes Data, elles, en fonction des OKR qui ont été définis, elles vont aussi identifier d'autres potentiels projets. Et en réalité, dans l'équipe, on n'est pas suffisamment nombreux pour se batailler sur les projets. Enfin, en fait, moi, je suis toute seule, donc j'ai 2 stagiaires, mais finalement, c'est moi qui prends tous les projets Ops. Et après, il y a une organisation qui est assez claire côté... Enfin, c'est au projet, quoi. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Si, mais du coup, la roadmap Ops Data, c'est une roadmap commune? Non. On a une roadmap Ops et une roadmap Data.
Mais il y a une partie qui est commune et on s'assure que ce qui est dans la roadmap Ops et qui nécessite d'avoir des gens de la data dedans, ça fait aussi partie de leur roadmap. Et du coup, on s'accorde aussi sur les timings. En tant qu'ops, tu utilises, est-ce que tu fais Looker et Data? Est-ce que tu fais les dashboards toi-même? Et les ops en général? Et du coup, les dashs de performance, notamment commerciales, c'est quels analyses qu'ils font? Alors, avant, dans l'équipe, on avait un business analyst qui est parti. Et du coup, pour la plupart des dashboards, style suivi des performances d'un commercial, etc., c'était lui qui s'en occupait. Moi, ça m'est arrivé de faire des dashboards. Après, il y a un process de validation par la data. Donc, je peux faire un dashboard, je lui soumets. Et lui, il s'assure que ce que j'ai fait est correct. Et je pense que vers là où, enfin, ce vers quoi on tend, c'est que les ops soient autonomes sur des dashboards simples, mais que, par exemple, toutes les dashboards COMEX, toutes les dashboards d'analyse un peu plus poussées, ça reste côté data à 100%. Ah ouais, non, c'est exactement ça. En réalité, maintenant, moi, les seuls dashboards que je crée, c'est vraiment les gros dashboards complexes. Et là, pour le coup, ça m'arrive beaucoup de demander à Andrea pour la validation des chiffres, pour la compréhension des process aussi de temps en temps, parce qu'il y a beaucoup de process et j'ai pas forcément le pied dans tous les dans le business. Euh, ouais, alors, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on a des personnes dans toutes les équipes qui potentiellement ont une bonne appétence avec Looker. Et eux ont la possibilité. Enfin, en fait, on forme toutes les personnes pour savoir au moins manier des dashboards. On les forme pas forcément à savoir créer des dashboards. Après, si par appétence, ils commencent à vouloir faire leurs propres requêtes, moi je les forme aussi à faire des requêtes simples sur Looker. Et en fait, de temps en temps, enfin, il y a des personnes maintenant, des managers ou même des personnes qui peut-être aussi sont recrutées pour ça, font des requêtes et au bout d'un moment commencent à construire des dashboards. Nous, le seul truc qu'on demande, c'est au bout d'un moment, si le dashboard est voué à être utilisé par plusieurs personnes, par une équipe ou à plusieurs équipes, elle doit passer au niveau par l'équipe data pour que nous on valide à la fois la qualité de la donnée, mais aussi tout simplement des critères qu'on a sur de validité d'un dashboard, performance sur le fond, sur la forme. Voilà. Donc on essaye de déléguer. Je dis pas qu'on arrive à tout déléguer, mais c'est l'idée. Du coup, par rapport à ça, est-ce qu'il y a des problématiques de duplication de plusieurs infos? Supposons que tu aies deux business users différents qui valent le même dashboard, et forcément, ça peut prêter à confusion quand tu te retrouves dans un folder où tu as plein de dashboards différents, ils ont toujours la même info, et quelqu'un qui découvre ça, il peut se retrouver perdu. C'est à qui de gérer ça du coup? Est-ce que c'est plutôt data? Est-ce que c'est plutôt ops? Ouais, donc évidemment on a ça. Donc nous ce qu'on a fait, ouais, pas sur les gros dashboards. Ouais, sur les petits dashboards. Sur les gros dashboards, en fait, un truc qu'on a garanti qui fait que ça, on peut pas faire ça sur les gros dashboards, c'est que le dossier donc sur Looker, on a un dossier partagé où les gens ont accès à tous les deux dashboards en commun. Tout simplement, ils peuvent pas écrire dessus, ils peuvent que lire. Et en fait, les gens ne peuvent créer des dashboards que dans leur dossier à eux. Et après, s'ils veulent que leur dashboard soit mis dans le dossier commun, il faut que ça passe par la data. Et bon, alors ça c'est notre convention, mais on met une petite étoile au début du dashboard pour dire qu'il a été validé. Et alors on le sait tout de suite si un dashboard est dupliqué et qu'il a une étoile, des choses comme ça. Et les gens peuvent voir les folders des autres? Ouais, les gens peuvent voir les folders des autres. Et c'est là souvent dans ces folders où on trouve des belles atrocités aussi de temps en temps, mais Après, nous, on remonte aussi. Souvent, c'est des choses qui se sachent parce qu'ils viennent nous voir en nous disant je comprends pas, dans le dashboard, la donnée elle est pas correcte. On leur dit c'est normal, ton dashboard il est depreciated depuis 2 mois et c'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc c'est un travail un peu continu, je pense. C'est une dernière question avant de sur les CRM admins qui font partie de la data, est-ce qu'ils participent aussi au rituel data ou Je veux que tu définisses rituel data. oui, ils font partie de nos. Ouais, c'est ça. Ouais, non. C'est ça. En fait, c'est pour ça. J'avoue que j'ai peut-être pas mentionné. En fait, le nom de notre équipe, c'est Data et Automation. Mais oui, donc nous on a une stand-up tous les matins et donc ils sont là avec nous. Il y a la weekly et après on a que weekly avec le Ops et aussi produit pour faire le pont entre les autres équipes. Mais oui, ils font partie du rituel. J'ai peur qu'on y va autant.